Le projet de loi sur les élections communales ne figure pas dans l'ordre du jour de la session extraordinaire qui débutera demain. 20 ans après la dernière production de Carins, Mazana 2 revient après des sondages auprès des amateurs de voitures. Son lancement officiel s'est fait à Fianarantsoa lundi dernier. L'option d'un cessez-le-feu est brièvement revenue sur la table ce mardi, alors que les bombardements israéliens ont fait plus de 100 morts aujourd'hui. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal sur Cool TV. À la une ce jour, le projet de loi sur les élections communales ne figure pas dans l'ordre du jour de la session extraordinaire qui débutera demain. 12 projets de loi et lois organiques, dont celle sur les collectivités territoriales décentralisées, seront au menu pendant les 12 jours de session. Reportage. La loi de finances rectificative, l'élection des 2 représentants de la Chambre basse à la Haute Cour constitutionnelle, ainsi que des projets de loi qui vont régir les affaires économiques du pays, ce sont les principaux thèmes de la prochaine session extraordinaire qui va débuter demain. Il y a 2 decks de lois organiques qui devraient être votées pendant cette session extraordinaire. Mais selon les dispositions constitutionnelles, les lois organiques ne doivent pas être élaborées, ne doivent pas être votées avant, dans les 15 jours de leur dépôt. Donc, je pense que les 2 projets de loi organiques ne seront pas votés pendant cette session extraordinaire. Donc, cela nécessite donc une 2e session extraordinaire pour pouvoir voter ces 2 lois organiques. Le projet de loi sur les élections communales n'y figure pas encore, un ordre du jour qui laisse plus d'un perplexe. La tenue des élections communales avant la fin de cette année est encore peu probable. Une 6e session extraordinaire est également inévitable. D'après Béatrice Atala, présidente de la CENIT, les élections peuvent encore se tenir cette année si les cadres juridiques sont mis en place avant la fin du mois d'août. Les législatives partielles seront tenues le 29 août comme prévu, mais contrairement aux attentes de la classe politique, les communales ne sont toujours pas programmées. Les textes sur leur encadrement ne figurent pas dans l'ordre du jour de la session extraordinaire, mais la CENIT, ou Commission électorale nationale indépendante, n'imagine pas un report des élections communales en 2015. Les détails. La CENIT refuse d'avancer une date pour les communales, mais n'évoque pas le scénario du pire, le report en 2015. L'absence des textes sur les collectivités décentralisées n'ont pas ému, outre mesure, la CENI. Lors de l'Assemblée générale tenue ce jour, la Commission électorale nationale indépendante déclare attendre le vote des textes d'encadrement juridique des communales par le Parlement avant de fixer une nouvelle date lors d'une nouvelle Assemblée générale. Selon des sources, les textes parviendront au bureau permanent de l'Assemblée nationale demain. S'ils sont adoptés avant la fin août, les élections seront dans les temps et se tiendront en novembre. Le dépôt des candidatures est déjà ouvert depuis le 24 juillet dernier. Les salons politiques et les observateurs soupçonnent l'État de se livrer à des manœuvres d'atermoiement pour freiner au maximum la tenue des communales. Le retard accusé par les textes sur les collectivités décentralisées et l'encadrement juridique des élections de proximité pourrait faire partie d'une stratégie politique politicienne visant à donner au parti présidentiel, le HVM, le temps de régler des problèmes internes et consolider sa base. Le président du groupe parlementaire Malagas Miaramieng prévient que le cas échéant, ceux qui sont derrière paieront cher une telle erreur politique. Les élections communales restent donc dans le flou le plus total, malgré les bonnes intentions proclamées lors de la concertation dite nationale, organisée à Ivat les 21 et 22 juillet dernier. Le PASSEM, projet d'appui au cycle électoral à Madagascar, est clair. Si les élections sont reportées, les partenaires se retireront de leur financement. La création de 700 000 emplois est tout à fait réaliste et réalisable, pensent les économistes à l'unisson. Elle nécessite toutefois des batteries de préalables, notamment la création d'emplois et le renforcement de la formation.
Pour ce qui est de la création, Doing Business Ranking met Madagascar au 29e rang dans la création d'emplois, dépassant certains pays développés. Reportage. 8 millions sur les 10 millions, soit 80% de la population active malgache, sont dans le secteur informel selon les derniers chiffres. L'insuffisance de la création d'emplois est un obstacle pour l'économie. Dans la politique générale de l'État, ce seront 500 000 emplois qui vont être créés d'ici la fin de cette année. Mais lors de sa visite dans la ville d'Eau, au sein de la société cotonnière d'Antirabé, le Premier ministre met la barre plus haut en annonçant qu'à elle-même la filière textile pourra engendrer 700 000 emplois annuels. Une projection soutenue par le dirigeant du groupe Sokota. 53% des entreprises se trouvent dans la capitale, selon les estimations du Cercle de réflexion des économistes de Madagascar, ou CREM. Radu Raubson explique que les nouvelles entreprises créées devront être délocalisées dans les régions. Une délocalisation qui devrait d'ailleurs faciliter l'accès pour tous au travail. Madagascar est actuellement placé 149e sur 198 pays en Doing Business. Des efforts sont donc encore à entreprendre. Quand on parle de création d'emplois, généralement on parle de création d'entreprises ou de sociétés d'abord. C'est les entreprises et les sociétés qui offrent les emplois d'une manière générale. Donc qu'est-ce qu'on fait? Généralement pour pouvoir créer des entreprises, c'est pas seulement par des malgaches, mais ça peut aussi être par des étrangers, c'est d'avoir un climat favorable à tout ce qui est investissement. Le retour de Madagascar dans le cercle de l'AGOA va faciliter la création d'emplois à Madagascar. Toutefois, les autres secteurs tels que les extractions minières ne sont pas non plus à minimiser. Tous sont toutefois d'accord que la formation est à renforcer pour garantir une qualité de main-d'œuvre, favorisant l'implantation de nouveaux emplois. 18 millions d'ariars, c'est le prix du nouveau petit 4x4 Cairns, made in Madagascar. La marque revient en force. Le lancement officiel de Mazana 2 s'est fait à Fianarantsoa lundi dernier. Reportage. 20 ans après la dernière production de Cairns, Mazana 2 revient après des sondages auprès des amateurs de voitures. Ce prototype est une 4x4 de puissance de 112 chevaux avec une vitesse maximale de 220 km/h et une vitesse de pointe de 150 km/h. Ces deux derniers changements doivent encore être apportés. La production à la chaîne commencera en 2015, affirme le directeur de l'usine Cairns. 200 voitures au prix de 18 millions d'ariars seront mises à la disposition des amateurs d'ici 2017. Alors c'est un véhicule conceptuel, c'est-à-dire c'est un véhicule pour des personnes qui cherchent à avoir une voiture qui corresponde au contexte local à Madagascar. Donc adapté à la fois aux routes, adapté au carburant. C'est un véhicule 4x4 110 chevaux. Nous avons quelques commandes déjà, mais on veut d'abord finir la partie d'industrialisation qui est un gros travail, avant de vraiment prendre des commandes fermes par rapport à la qualité de service. Côté design, Mazana 2 est faite de carrosserie en fibre de carbone. L'assemblage est assuré à 100% par une main-d'œuvre locale. Le châssis et la carrosserie ont été fabriqués à Fianarantsoa. Seuls les pneus et le moteur viennent de l'étranger. Il y a une participation massive des employés ici qui sont quand même surtout le relais qui finance beaucoup la participation des employés ici. Il existe 5 modèles de Cairns, le Mazana 1, l'Irak, le Lance, le Fouac et le Dzedzu, ce dernier étant un modèle unique construit uniquement pour le pape Jean-Paul II lors de son passage à Fianarantsoa en 1989. Nouveaux acquéreurs, nouvelle image. BNI Madagascar procède depuis ce jour au rebranding après la cession depuis 6 juin dernier de la part de Crédit Agricole au consortium Indian Ocean Financial Holdings Ltd. Les 700 employés seront maintenus pendant au moins 2 ans. Seule la direction a changé de main. Les détails.
Demain, le logo de Crédit Agricole disparaîtra des enseignes de BNI Madagascar. Le 6 juin dernier, c'est le directeur général Pascal Foll qui a cédé sa place au Français François Hoffmann. Ce dernier étant un employé de Crédit Agricole à Neuilly, France depuis 2010. Pour les 700 autres employés de la banque, leur situation sera assurée pendant au moins 2 ans, validité de l'assistance de Crédit Agricole à BNI Madagascar. Alors au niveau du changement, au niveau du staff, il n'y a pas tellement de changement, étant donné que le Crédit Agricole assiste encore BNI Madagascar pendant 2 ans. Sinon le staff dirigeant malgache, il reste encore inchangé. À titre de rappel, la cession concerne les 51% d'investissement de Crédit Agricole au sein de cette banque. La part de l'État reste la même, soit 43%. Cette institution tourne actuellement avec 10,8 milliards d'arrière de capital et 700 employés à travers tout le pays. Elle détient 22% de la part de marché des institutions bancaires. Et puis, coup de massue pour les cybercafés. Depuis début juillet, l'Office malgache des droits d'auteur court après les cybercafés d'Antananarive et des provinces pour les sensibiliser. Ils devront payer chacun une taxe supplémentaire de 2 000 arrières par poste informatique et par mois selon la loi sur les droits d'auteur. L'association des cybercafés et internautes de Madagascar plaide pour une révision à la baisse. Reportage. Lomda fait le buzz dans le petit monde des cybercafés, les petits royaumes de tous les accros au Facebook, aux jeux, à l'email et surtout au téléchargement de films, de chansons ou autres qui ne disposent pas d'un ordinateur. Les cyber devront payer par mois 2 000 arrières par poste d'ordinateur au titre des droits des auteurs étrangers dont l'Internet leur permet l'exploitation des œuvres. Lomda entretient des relations de coopération avec des homologues opérant en France, au Canada, en Algérie, en Suisse ou à Maurice pour la protection des droits d'auteur. L'argent collecté auprès des cyber sera viré à l'étranger sur le compte des partenaires qui se chargeront de la répartition. L'association Asibima, de 100 cybercafés membres, plaide pour une révision à 1600 arrières par poste d'ordinateur et par mois. Les cybercafés ont gagné leur place dans les rues, comme les taxiphones. Ils sont partout, les uns pour jouer, les autres pour des recherches internet ou simplement pour chatter, sinon pour leur courriel. Les cybercafés font payer leurs services à 1200 arrière l'heure ou appliquent la tarification à la minute. Les cybercafés ne sont pas près de disparaître. Les turbulences au sein de l'université d'Antananarive ont pris fin ce jour avec une déclaration des étudiants des 6 facultés de l'École nationale supérieure. Les représentants des étudiants ont fait savoir que des perturbateurs se sont infiltrés dans leur mouvement pour utiliser leurs revendications en facteur de trouble. Par ailleurs, les négociations avec les responsables, notamment la ministre de l'Enseignement supérieur et des Recherches scientifiques, sont déjà entamées. Négociations qui a d'ailleurs abouti au paiement dès la semaine prochaine d'un mois de bourse et d'équipement. Tandis que les mouvements connaissent un début d'abaissement à Antananarive, l'on apprend que les autres universités de Madagascar, comme à Fianarantsoa et à Tuamasin, commencent à entrer en effervescence. Des foyers de tension s'y font jour. L'objectif est le même, la révision à la hausse des bourses d'études, entre autres. Et puis, au début de la saison des vacances, la météo est un peu plus clémente. Les journées sont de plus en plus ensoleillées ces derniers temps. Mais cela ne durera pas. Selon le service de la météorologie d'Ampinginoubi, nous sommes encore en pleine période hivernale. De ce fait, le froid regagnera du terrain à partir de demain. La température variera entre 14 et 21 degrés Celsius. Des explications. Nous tenons donc à insister sur le fait qu'une perturbation a influencé le temps sur Madagascar la fin de semaine. À savoir le samedi, il y avait pas mal de précipitations sur presque tout Madagascar. Plus précisément sur la côte est, ils ont reçu pas mal de précipitations de l'ordre de 100 mm en 24 heures. Et ce système nuageux s'est dissipé progressivement à partir du début de cette semaine. Donc l'installation d'Alizé commence à partir d'aujourd'hui. Donc on s'attendra à des temps classiques d'Alizé à partir de cette semaine. Et du coup, il y a un passage du front au sud de Madagascar, ce qui donc nous donne une sensation de chaleur. Mais il faut toujours souligner qu'on est encore en pleine saison d'hiver.
Place aux actualités internationales. Le conflit entre Israël et le Hamas connaît ce mardi un inquiétant regain de violence avec des bombardements incessants sur la bande de Gaza. Plus de 100 Palestiniens ont été tués aujourd'hui. Les bombardements et les tirs d'artillerie israéliens se succédaient ce matin sur l'ensemble de la bande de Gaza, les plus violents depuis des jours, faisant 26 morts, dont au moins 9 femmes et 4 enfants depuis minuit. Suivez le reportage de France 24. Sous cette épaisse fumée noire, la seule centrale électrique de Gaza est en feu. Les tirs israéliens ont redoublé ce mardi et visé des lieux stratégiques. L'usine approvisionne habituellement la plupart des habitations et les hôpitaux. Les bombardements ont aussi touché le siège de la télévision officielle du Hamas et la maison vide d'Ismaïl Haniyeh, l'un des chefs de l'organisation. Autour, plusieurs maisons ont été dévastées. Les habitants sont traumatisés. Nos enfants avaient si peur, ils criaient. Maintenant, ils n'entendent plus rien à cause des lourdes explosions et ils tremblent tout le temps. Comment pensez-vous qu'ils vont maintenant? Nous sommes des adultes et nous avons peur, alors imaginez l'état de nos enfants. Dans les rues, les débris jonchent le sol, spectacle quotidien des Gazaouis depuis 3 semaines. Ici, c'est une mosquée qui est détruite. Un peu plus loin, des bâtiments brûlent sur le port. Les Israéliens continuent le pilonnage de la bande de Gaza. Près de 50 chambres appartenant à des pêcheurs ont été complètement détruites. Dans chaque chambre, il y avait des filets et du matériel de pêche pour un montant total de $100 000. Rien n'est resté intact, tout a été détruit. Depuis le début de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, plus de 1000 civils palestiniens ont été tués. 2 jours après le début de l'incendie qui se propage dans l'immense dépôt de stockage d'hydrocarbures à Tripoli, l'Italie a décidé d'envoyer du renfort pour appuyer les pompiers libyens à la peine. Le gouvernement italien et le groupe énergétique Eni ont mobilisé aujourd'hui 7 Canadair ainsi que des équipes techniques. Les affrontements à proximité ont déjà contraint les sapeurs-pompiers libyens à quitter les lieux. C'est toujours un reportage de France 24. Les pompiers contrôlent difficilement l'incendie. Le dépôt de carburant menace d'exploser à tout moment. 2 réservoirs sont en feu sur un site de stockage de 90 millions de litres d'hydrocarbures. Le gouvernement a demandé de l'aide à plusieurs pays, mais certains comme l'Italie ou la Grèce ont posé comme condition l'arrêt des combats entre milices rivales. Le bâtiment, situé près de l'aéroport de Tripoli, a été touché par une roquette dimanche lors des violences entre groupes armés. Des miliciens de Misrata tentent de reprendre le contrôle de l'aéroport, occupé depuis la chute de Mouammar Kadhafi par les combattants de Zenten. À Benghazi, l'ancien fief des insurgés, les affrontements sont quasi quotidiens. Depuis 2 semaines, des dizaines de personnes ont été tuées et blessées, pour la plupart des civils. Les autorités de transition, trop faibles, ont échoué à mettre sur pied une armée suffisamment forte. Résultat, des dizaines de milices font la loi dans le pays depuis 3 ans. Plusieurs pays ont évacué leurs ressortissants depuis dimanche. Les États-Unis et la Turquie ont déplacé le personnel de leurs ambassades en Tunisie. Ce lundi, l'Allemagne, les États-Unis, l'Italie, la Grande-Bretagne et la France ont demandé à l'ONU de jouer un rôle plus important dans la résolution de la crise en Libye. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, mais restez avec nous. Mirror & Strass avec Gaël et Vida juste après ce journal, suivi d'un film dramatique avec Vanessa Hudgens, Gimme Shelter. Merci de votre attention, on se retrouve demain à 20h30. Au revoir et bonne soirée sur Cool TV.